de chaussée et des systèmes d'assainissement. C'est un travail stable avec des réveils matinales, des tableurs, des visites de chantier et très peu d'imprévus. J'ai acheté une modeste maison mitoyenne il y a 3 ans et je mène une vie assez routinière. Ma fiancée Léa a 32 ans. Nous sommes ensemble depuis 4 ans et fiancés depuis 9 mois. Elle travaille comme négociatrice immobilière pour un cabinet régional et passe la majeure partie de son temps à faire des visites, à chercher des mandats et à réseauter avec des clients. Nous vivions ensemble dans ma maison et avions commencé à organiser un mariage pour la fin de l'été. La voiture qu'elle conduit est immatriculée à mon nom car je l'ai financée par un crédit bail avant que nous ne nous fiancions. Ce détail aura son importance plus tard. Jusqu'à récemment, j'aurais décrit notre relation comme intense mais fonctionnelle. Léa a une personnalité tranchante. Elle est vive d'esprit, sociable et très à l'aise à l'idée d'être la personne la plus bruyante dans une pièce. Je suis plus réservé. Je supposais que cette différence nous équilibrait. Ce que je ne réalisais pas, c'était la façon dont elle me décrivait quand je n'étais pas là. Il y a 2 mois, nous avons organisé un apéritif dînatoire chez nous pour quelques-uns de ses collègues de travail. J'étais dans la cuisine en train de débarrasser les verres vides pendant qu'ils étaient dans le jardin. La porte-fenêtre était ouverte. Je ne faisais pas d'espionnage. Je pouvais simplement les entendre clairement. Une de ses amies a posé une question sur le stress du mariage. Léa a ri d'une façon que j'avais déjà entendue auparavant quand elle se montrait cruelle. Puis elle a dit qu'elle ne me trouvait même pas attirant à moins d'avoir bu quelques verres. Elle a ajouté que j'étais tellement pathétique parfois qu'elle avait besoin d'être éméchée pour coucher avec moi. Ils ont tous ri. Il y avait plus encore. Elle a fait une plaisanterie sur le fait qu'au moins, j'étais utile pour payer le crédit immobilier. Je ne l'ai pas affronté à ce moment-là. J'ai fini de laver les verres. Je suis allé dans le jardin. Je me suis assis à côté d'elle. J'ai agi normalement, mais quelque chose a basculé de façon permanente dans ma tête cette nuit-là. Je n'ai pas beaucoup dormi. Non pas parce que j'étais émotif, mais parce que je réfléchissais à la logistique. Je possède la maison. Le prêt est uniquement à mon nom. La voiture qu'elle conduit est financée et enregistrée sous mon identité. Les acomptes du mariage avaient été principalement payés depuis mon compte courant. Je devais être sûr que si cela tournait comme je le soupçonnais, je pourrais agir proprement et légalement. Le lendemain matin, j'ai décidé de ne pas laisser traîner les choses. Elle était dans la cuisine, vêtue de l'un de mes sweats à capuche, préparant du café comme si de rien n'était. Je lui ai demandé directement pourquoi elle avait dit à ses amis qu'elle devait être ivre pour coucher avec moi. Elle n'a pas nié. Elle a d'abord ri. Puis elle a dit que je prenais les choses trop au pied de la lettre. Elle a ajouté que c'était juste des discussions entre filles. Quand je n'ai pas ri avec elle, son ton a changé. Elle a dit que si j'avais plus de confiance en moi, je m'en moquerais. Elle a dit que peut-être si j'étais moins ennuyeux, elle n'aurait pas besoin de vin pour rendre les choses intéressantes. Ce n'était pas de la taquinerie. C'était du mépris pur et simple. Je lui ai demandé une fois de plus si elle comprenait pourquoi c'était inacceptable. Elle a dit que je faisais mon mélodramatique et que je devrais me concentrer sur le fait qu'elle était toujours là à organiser un mariage avec moi. Toujours là. Cette formulation a scellé ma décision. Je lui ai dit que le mariage était annulé. Pas reporté. Annulé. J'ai dit que je ne marierais pas quelqu'un qui me respecte si peu en public et qui balaie ensuite cela comme étant un défaut de ma personnalité. Elle a cru que je bluffais. Elle m'a dit d'arrêter de bouder. Je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai dit qu'elle devait préparer un sac et appeler une de ses amies. J'ai précisé qu'elle pourrait récupérer le reste de ses affaires durant le week-end quand je serais à la maison, mais qu'elle ne restait pas chez moi après avoir parlé de moi de la sorte. C'est là qu'elle a perdu son calme. Elle m'a accusé d'essayer de la contrôler. Elle a dit que je regretterais de gâcher 4 ans pour une plaisanterie. Je lui ai dit calmement que je ne gâchais rien. Je réagissais simplement à une information. En 40 minutes, elle avait appelé son amie Camille. J'ai aidé à porter sa valise jusqu'à la voiture. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas négocié. Quand elle est partie, la maison a semblé silencieuse d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Pas vide, juste sereine. La première étape concrète que j'ai franchie après son départ a été administrative, pas émotionnelle. À midi, j'avais envoyé un courriel au domaine pour annuler la réservation du mariage.
Nous étions encore dans la période de remboursement partiel, j'ai donc récupéré environ 60% de la compte. Le photographe a gardé les arts. C'était correct. Je considérais cela comme des frais pour obtenir une clarté précoce. Léa a commencé à m'envoyer des messages vers le milieu de la journée. Au début, c'était l'incrédulité, puis l'agacement. Elle a dit que je l'humiliais en disant au prestataire que c'était annulé. J'ai répondu une seule fois en restant bref. J'ai dit que je n'irais pas plus loin dans un mariage où j'étais ouvertement bafoué. Je n'ai pas débattu sur le ton ou l'intention. Je n'ai pas discuté de sémantique. En fin d'après-midi, ces messages ont encore changé. Elle a dit que j'avais surréagi et que les couples se disaient des choses bien pires tout le temps. Elle a dit que si je l'embarrassais devant ses amis en admettant ce qu'elle avait dit, elle s'assurerait que les gens sachent à quel point j'étais complexé. Cela a confirmé que j'avais pris la bonne décision. Le samedi, elle est venue chercher le reste de ses affaires. Je me suis assuré d'être présent tout le temps, non pas pour l'intimider, mais pour éviter toute réclamation ultérieure prétendant que j'aurais retenu des biens. Elle a emballé principalement des vêtements, des cosmétiques et quelques objets de décoration qu'elle avait achetés elle-même. Je n'ai rien contesté de mineur. Cela ne valait pas la peine de créer des frictions. Puis nous sommes arrivés à la voiture. La DS7 était garée dans l'allée. Je lui ai tendu le double des clés pour qu'elle récupère ses affaires à l'intérieur. Puis je lui ai dit clairement que la voiture resterait ici. Elle m'a regardé comme si je l'avais insultée. Je lui ai rappelé que le contrat de financement, l'assurance et la carte grise étaient entièrement à mon nom. Je lui avais permis de l'utiliser parce que nous construisions une vie ensemble. Ce contexte ne s'appliquait plus. Elle a dit que je ne pouvais pas simplement la reprendre parce qu'elle en avait besoin pour ses visites professionnelles. Je lui ai dit qu'elle pouvait organiser son propre véhicule de la même manière qu'elle l'aurait fait si nous ne nous étions jamais rencontrés. Elle m'a accusé d'être mesquin. Je lui ai dit que ce n'était pas de la mesquinerie. C'était une séparation de biens. Elle est partie en taxi cet après-midi-là. Pour la première fois depuis que nous nous étions fiancés, j'ai ressenti quelque chose de proche du soulagement plutôt que de la pression. La semaine suivante a été plus calme que ce à quoi je m'attendais. Je supposais qu'il y aurait des tentatives dramatiques pour renverser la situation. Au lieu de cela, Léa s'est concentrée sur les apparences. Elle a posté des citations vagues sur les réseaux sociaux concernant les hommes intimidés par les femmes fortes. Elle a changé sa photo de profil pour une photo prise lors d'un événement professionnel où elle paraissait impeccable et imperturbable. Des connaissances communes ont commencé à me contacter, pas agressivement, juste par curiosité. J'ai gardé une explication cohérente et simple. Elle a dit à ses amis qu'elle devait être ivre pour coucher avec moi. J'ai mis fin aux fiançailles. Pas de fioritures. Curieusement, la réaction n'a pas été celle qu'elle attendait. 2 de ses amis m'ont envoyé un message privé pour me dire qu'elles étaient surprises qu'elle soit allée aussi loin. L'une d'elles a admis que Léa se moquait souvent de moi quand je n'étais pas là, mais elle supposait que j'étais au courant et que cela ne me dérangeait pas. Cette partie a été utile. Cela confirmait un schéma répétitif plutôt qu'un incident isolé. Pendant ce temps, je me suis adapté rapidement sans que son emploi du temps ne dicte mes soirées. Je suis retourné à la salle de sport régulièrement. J'ai commencé à rester plus tard sur les chantiers quand les projets l'exigeaient au lieu de me précipiter à la maison pour l'occuper. J'ai racheté le crédit de la DS7 pour réduire les mensualités et j'ai envisagé de la vendre purement et simplement puisque je n'avais pas besoin de 2 véhicules. Léa, cependant, a commencé à subir des conséquences concrètes. Le métier d'agent immobilier repose lourdement sur la mobilité. En 10 jours, elle m'envoyait des messages pour m'emprunter la voiture temporairement. J'ai refusé. Je suis resté factuel. La responsabilité de l'assurance et l'exposition financière n'étaient pas des choses que j'étais prêt à revoir. Son ton a encore changé, moins tranchant, plus frustré. Elle a dit qu'elle logeait chez Camille, mais que c'était exigu. Elle a dit que les taxis mangeaient ses commissions. Elle a dit que je sabotais sa carrière pour une blague. Je n'ai pas répondu à ce message. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'elle ne s'est jamais excusée une seule fois sans condition. Il n'y avait aucune déclaration de compréhension. Seulement une négociation cadrée autour de ses propres désagréments. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce à quoi le mariage aurait ressemblé. À la 3e semaine, les contacts sont devenus répétitifs. Tous les quelques jours, Léa trouvait un nouvel angle. Un jour,
c'était pratique. Elle avait besoin de documents qui étaient apparemment dans un tiroir. J'ai vérifié, il n'y était pas. Un autre jour, c'était émotif. Elle a dit que 4 ans méritaient plus qu'une froide fermeture administrative. Puis c'est devenu stratégique. Elle a suggéré que nous suivions une thérapie de couple avant de prendre des décisions permanentes. J'ai évalué chaque message de la même manière que je réviserais une variation de contrat au travail. Qu'est-ce qui est demandé? Quelle est l'exposition? Quel précédent cela crée-t-il? Ce qui ressortait, c'est qu'aucun de ces messages n'abordait le problème d'origine de manière directe. Elle n'a jamais dit « j'ai eu tort de parler de toi de cette façon ». Elle disait « tu l'as mal interprété ». Elle disait « tu étais trop sensible ». Elle disait « tu as aggravé les choses ». Il est devenu clair que l'accès continu à ma personne était simplement un outil de négociation pour elle. Un soir, elle a appelé 6 fois de suite. Je n'ai pas répondu. Puis elle a envoyé une note vocale m'accusant de la punir. Elle a dit que je prenais plaisir à la voir galérer sans la voiture et sans la maison. C'était de la projection. J'ai répondu une fois. J'ai dit, ce n'est pas une punition. C'est une conséquence. Je te souhaite le meilleur, mais je ne reviendrai pas sur ma décision. Elle a répondu en moins de 30 secondes avec un paragraphe sur le fait qu'aucune autre femme ne tolérerait mes insécurités. Cette phrase m'était familière. C'était le même ton qu'elle utilisait dans le jardin. Ce fut le moment où j'ai décidé que la clarté exigeait de la distance. J'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux. Je lui ai envoyé un courriel une dernière fois pour confirmer que toute communication restante concernant des questions administratives communes pourrait passer par courriel uniquement et serait limitée aux questions essentielles. Puis j'ai archivé la discussion. Le calme qui a suivi était différent de celui de la première semaine. C'était plus propre. Il n'y avait plus d'anticipation de la prochaine tentative. Plus d'attente que le téléphone s'allume. Pour la première fois depuis l'annulation du mariage, je me sentais totalement sorti de la situation plutôt que de la gérer. Le mois après l'avoir bloqué a fini par être étonnamment productif. Au travail, je dirigeais un projet de redimensionnement de l'assainissement qui stagnait depuis presque un an en raison de litiges budgétaires. Avec moins de distractions dans ma vie personnelle, j'ai poussé plus fort. Je suis resté tard pour examiner les décompositions de coûts, j'ai rencontré directement l'équipe des achats et j'ai restructuré une partie de la proposition pour réduire les frais de maintenance à long terme. Cela a été approuvé. Cette approbation m'a mis en avant auprès de la direction d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. En 6 semaines, on m'a proposé une promotion au poste de chef de projet senior avec une augmentation de salaire notable et une prime de performance liée aux étapes de livraison. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un élan. La nouvelle a circulé plus vite que je ne l'espérais. Lyon n'est pas si grand socialement, surtout dans les cercles professionnels qui se recoupent. Léa en a entendu parler. Le premier courriel de sa part après le blocage était différent dans le ton. Pas de sarcasme, pas de sous-entendu méprisant. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur. Elle a dit qu'elle était sous pression quand elle a fait ses commentaires et que c'était stupide et immature. Elle a dit qu'elle ne pensait pas ce qu'elle disait de la façon dont cela a résonné. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, il y a eu un autre message plus long. Elle a dit que je lui manquais. Elle a dit qu'elle avait été en colère parce qu'elle se sentait peu sûre d'elle par rapport à ses commissions alors que j'avais un revenu stable. Elle a admis qu'elle me rabaissait parfois devant ses amis pour se sentir supérieure. C'était la chose la plus proche de l'honnêteté que j'avais entendue. Puis est venue la demande. Elle a demandé si nous pouvions nous voir et discuter. Elle a dit qu'elle s'excuserait correctement. Elle a dit qu'elle arrêterait de boire si c'était ce qu'il fallait. Elle a dit qu'elle ferait n'importe quoi pour réparer les choses. Le changement était radical, passant de me traiter de sensible à proposer des concessions. J'ai lu attentivement et j'ai fermé le courriel. Le succès n'avait pas changé ce qu'elle avait révélé sur la façon dont elle me percevait. Cela avait seulement changé ses motivations. Je n'ai pas accepté de la rencontrer. Au lieu de cela, j'ai répondu une fois par courriel pour clore la boucle. J'ai dit, j'apprécie les excuses, mais je ne suis pas intéressé par une reprise de la relation. Je suis resté neutre. Pas d'insultes, pas de leçons de morale, juste une conclusion. Elle a répondu en 1 heure. Cette fois, il n'y avait pas de mise en scène. Elle a dit qu'elle avait paniqué quand je l'avais bloquée.
Elle a dit qu'elle supposait que je me calmerais et que je reviendrais. Elle a admis avoir dit à ses amis que je ne partirais jamais vraiment parce que j'étais trop stable et prévisible pour perturber ma propre vie. Ce détail comptait plus que l'insulte originale. Elle ne m'avait pas seulement manqué de respect. Elle avait calculé que je le tolérerais indéfiniment. Au cours de la semaine suivante, les courriels sont devenus plus urgents. Elle a dit que sa location courte durée était chère et instable. Elle a dit que le travail avait ralenti et que la perte de la voiture l'avait rendue moins compétitive pour les annonces en dehors du centre-ville. Elle a dit qu'elle était épuisée d'essayer de tout reconstruire en même temps. Puis elle a demandé directement si elle pouvait revenir vivre ici temporairement pendant que nous arrangions les choses. C'était la première demande qui semblait moins porter sur la réconciliation et plus sur la sécurité matérielle. J'ai répondu une dernière fois. J'ai dit non. J'ai dit que revenir habiter ici brouillerait les limites et créerait de fausses attentes. J'ai dit que la décision de mettre fin aux fiançailles était définitive et n'était pas une tactique de négociation. Elle a tenté une approche différente. Elle a dit qu'elle signerait un contrat de location et paierait un loyer. Elle a dit qu'elle prouverait qu'elle me respectait. Cela a confirmé ma conclusion précédente. L'urgence était situationnelle, pas relationnelle. J'ai arrêté de répondre après cela. Par des contacts communs, j'ai appris plus tard qu'elle avait commencé à dire aux gens qu'elle avait saboté la meilleure chose de sa vie, qu'elle m'avait sous-estimé, qu'elle avait supposé que je ne relèverais jamais son défi. Pour ma part, je n'étais plus en colère, juste serein. La promotion a été officialisée à la fin du trimestre. J'ai fêté cela tranquillement avec quelques collègues. Pas de réinvention dramatique, juste un mouvement vers l'avant. Environ 2 mois après la rupture, je l'ai croisée de manière inattendue. C'était un jeudi soir et je venais de quitter la salle de sport. Je me suis arrêté dans un petit Monoprix près de la Pardieu pour faire des courses. Elle était au rayon vin. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle m'a vu avant que je ne la voie. Quand j'ai tourné au coin de l'allée, elle me regardait déjà directement. Pas provocatrice, pas tranchante, juste fatiguée. Nous sommes restés là une seconde dans ce silence public gênant que les gens font semblant de ne pas remarquer. Elle s'est approchée la première. Pas de théâtre, pas de voix haute. Elle a dit qu'elle espérait me croiser car je ne répondais plus aux courriels. C'était intentionnel. Elle paraissait plus mince, pas de façon dramatique, juste épuisée. Elle m'a dit que le travail avait chuté et qu'elle envisageait de retourner vivre chez ses parents à l'extérieur de la ville pour réduire les coûts. Elle a dit qu'elle avait sous-estimé à quel point j'apportais de la stabilité. C'était encore là. Stabilité, apport, infrastructure, pas d'affection, pas de partenariat. Elle a dit qu'elle avait été stupide. Elle a dit qu'elle s'était habituée à être admirée socialement et qu'elle avait commencé à me voir comme quelqu'un de sûr plutôt que comme quelqu'un de précieux. Elle a admis qu'elle aimait la réaction qu'elle obtenait en me rabaissant devant ses amis parce que cela lui donnait un sentiment de supériorité. Je l'ai laissé finir. Puis je lui ai dit calmement que je pensais que ses excuses étaient sincères cette fois. Je lui ai aussi dit que cela ne changeait pas ma décision. Le respect n'est pas quelque chose que je négocie après qu'il a été retiré publiquement. Une fois que je sais que quelqu'un me voit comme inférieur à lui, je ne peux plus l'oublier. Elle a demandé s'il y avait un scénario où nous pourrions recommencer lentement. J'ai dit non. Je ne l'ai pas dit avec colère. Je l'ai dit comme un fait. Elle a hoché la tête. Pour la première fois depuis que tout cela a commencé, elle n'a pas discuté. Elle a juste dit qu'elle aurait aimé comprendre les conséquences plus tôt. Nous nous sommes séparés au rayon des céréales. Je suis rentré chez moi, j'ai cuisiné le dîner et j'ai senti quelque chose se stabiliser pour de bon. Pas une revanche, juste un accomplissement. Après cette rencontre au supermarché, je m'attendais à une sorte de contre-coup émotionnel. Il n'y en a eu aucun. Ce que j'ai remarqué à la place, c'est à quel point je me comportais différemment dans les semaines qui ont suivi. Pas dans un sens de transformation spectaculaire, mais de manière petite et mesurable. J'ai commencé à dire non à des choses auxquelles je ne voulais pas assister. J'ai arrêté de trop expliquer mes décisions au travail. J'ai délégué de manière plus décisive sur les chantiers. C'était comme si le fait de tracer une ligne ferme dans ma vie personnelle avait recalibré ma tolérance ailleurs. Le projet que j'avais poussé plus tôt est passé en phase d'exécution. Je gérais les entrepreneurs, les délais et les révisions budgétaires sans le bruit de fond de quelqu'un remettant en question ma compétence à la maison.
La structure des primes a commencé à s'appliquer une fois les premières étapes franchies, et financièrement, j'étais en avance sur ce que j'avais prévu pour cette année. Entre-temps, des nouvelles de Léa filtraient indirectement. Elle est bien retournée vivre chez ses parents en dehors de Lyon. Le trajet jusqu'à la ville a réduit son temps de réseautage. Ses commissions ont encore chuté. Une connaissance commune a mentionné qu'elle avait d'abord essayé de présenter la rupture publiquement comme une décision mutuelle, mais les gens avaient déjà entendu la version complète. Apparemment, la phrase sur la nécessité d'être ivre avait circulé. La réputation change discrètement mais de façon décisive. Une fois que suffisamment de gens comprennent le schéma, vous n'avez plus besoin de vous défendre. Environ 3 mois après la rupture, elle a envoyé un dernier courriel. C'était court, sans marchandage. Elle a dit qu'elle avait commencé une thérapie parce qu'elle avait réalisé qu'elle assimilait la domination à la sécurité. Elle a dit qu'elle m'avait traité comme une ressource au lieu d'un partenaire. Elle n'a rien demandé. Je n'ai pas répondu, mais j'ai respecté ce message plus que n'importe quel autre précédent. Je ne suis pas intéressé par les récits de vengeance ou par le fait de voir quelqu'un s'effondrer. Ce qui lui est arrivé n'est pas quelque chose que j'ai orchestré. C'était simplement le retrait d'un filet de sécurité qu'elle pensait immuable. Et une fois qu'il a bougé, la gravité a fait le reste. Cela fait un peu plus de 6 mois que j'ai annulé le mariage. La maison me semble à nouveau mienne d'une manière qu'elle n'était plus. Non pas parce qu'elle est plus calme, mais parce qu'il n'y a plus de tension sous-jacente. J'ai réaménagé la chambre d'amis en un véritable bureau au lieu du compromis de stockage qu'elle était auparavant. J'ai vendu la DS7 et je l'ai remplacée par quelque chose de plus pratique. L'argent supplémentaire est allé directement dans des investissements. Professionnellement, la promotion s'est installée dans la routine. La poussée initiale de responsabilité est maintenant ma charge de travail normale. Je gère une équipe de 5 personnes. Je suis plus strict sur les délais et plus clair sur les attentes. Personne ne semble confus quant à sa position vis-à-vis de moi. Personnellement, j'ai eu quelques rendez-vous occasionnels mais intentionnels. Je suis transparent très tôt sur ce que je ne tolérerai pas. Le manque de respect public n'est pas négociable. Les plaisanteries qui reposent sur le fait de me rabaisser ne me semblent plus spirituelles. Elles sont un diagnostic. Je ne pense pas que Léa soit une méchante. Elle est intelligente et capable, mais elle a confondu la stabilité avec la faiblesse et l'admiration avec un levier de pouvoir. Elle croyait que parce que j'étais mesuré et constant, j'absorberais n'importe quoi pour préserver la structure. Elle avait tort. Annuler le mariage n'était pas un éclat émotionnel. C'était une correction structurelle. Le mariage m'aurait lié légalement et financièrement à quelqu'un qui me voyait comme un filet de sécurité d'abord et un partenaire ensuite. Ce n'est pas une base sur laquelle je suis prêt à construire. La partie la plus révélatrice est celle-ci. Le moment où elle a réalisé que j'étais sérieux n'est pas quand je l'ai affronté. C'est quand j'ai agi, quand le domaine a été annulé, quand la voiture est restée, quand le blocage a été permanent. La clarté est silencieuse. Elle n'a pas besoin de mise en scène. Cette histoire nous rappelle cruellement que le respect est le socle fondamental de toute relation durable. Souvent, dans un couple, l'un des partenaires peut finir par prendre l'autre pour acquis, surtout lorsque celui-ci est calme, stable et prévisible. On confond alors la gentillesse avec de la faiblesse. Ce récit montre avec brio comment une personne peut transformer une humiliation publique en un moteur de changement personnel et professionnel. Julien n'a pas cherché à se venger par la colère, mais par la fermeté administrative et le respect de sa propre valeur. En retirant son soutien financier et émotionnel, il a simplement laissé les conséquences des actes de sa fiancée se manifester. C'est une leçon puissante sur la mise en place de limites saines et sur le fait que la véritable force ne réside pas dans les cris, mais dans la capacité à dire non de façon définitive à ce qui nous diminue. Et vous, qu'en pensez-vous? Trouvez-vous que Julien a été trop dur en reprenant la voiture et en coupant tout contact, ou pensez-vous que c'était la seule façon de se faire respecter face à un tel mépris? Avez-vous déjà vécu une situation où votre partenaire vous a manqué de respect devant vos amis ou collègues? Partagez vos expériences et vos avis dans les commentaires, cela m'intéresse beaucoup de vous lire.